Laurence Serrao et je suis directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Je tiens à remercier chaleureusement la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, représentée par son président ici présent, M. Claude Nataf, la Commission française des archives juives, dont Mme Valérie Hassan est présidente, Mme Laure Politis, directrice de la bibliothèque et des archives de l'Alliance, ainsi que l'ensemble des partenaires et des chercheurs réunis aujourd'hui pour faire vivre cette réflexion collective. Le thème de cette journée nous invite à revisiter une histoire particulièrement riche, celle des Juifs italiens de Tunisie, acteurs d'un espace méditerranéen marqué par les circulations humaines, culturelles, économiques et intellectuelles. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la mission de l'Alliance israélite universelle. Depuis sa création, notre institution œuvre en même temps à la transmission du savoir, à la préservation de la mémoire et au soutien de la recherche. Et cela non seulement grâce au réseau d'écoles, mais aussi en préservant et en diffusant la richesse des archives et des ressources de la bibliothèque. Nous sommes particulièrement attachés à faire connaître la diversité des histoires juives et à mettre en valeur les archives et le patrimoine qui permettent de les étudier. À une époque où les raccourcis et les simplifications sont fréquents, le travail des historiens nous rappelle l'importance de la nuance, de la connaissance et du dialogue. C'est tout le sens de la journée qui s'ouvre aujourd'hui. Merci à vous deux et à vous tous. Je vous souhaite des échanges fructueux, de belles découvertes et une excellente journée d'études. Merci. Merci, Madame la Directrice Générale, et bienvenue à vous tous, membres de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, membres de la Commission française des archives juives, affiliés de l'Alliance israélite universelle ou d'autres institutions qui ont diffusé l'annonce de cette journée d'études et ont demandé à ce que plusieurs de leurs adhérents puissent y participer. Pour ceux qui ne connaissent pas la Société d'histoire, je rappellerai qu'elle a été créée il y a presque 30 ans, 29 ans très exactement, au mois de juin 1997, par des universitaires et des dirigeants d'associations culturelles, tous originaires de Tunisie, qui pensaient qu'après le temps de l'oubli, le temps des blessures, le temps du folklore, le temps de la nostalgie, était venu le temps des historiens. Et qu'au moment où, en Tunisie, une pléiade d'universitaires, dans le cadre du laboratoire d'études des minorités de l'université de la Manouba, étudiait ce que fut en Tunisie la minorité juive, au moment où, en Israël, l'Institut Ben-Zvi, avec Robert Attal, suscitait de nombreux travaux de chercheurs, et d'ailleurs la première thèse a été celle d'Itzhak Abrahami, consacrée aux Juifs livournais de Tunisie. Il était temps que cette recherche puisse pénétrer au sein de l'université française, qui était encore en 1997, assez imprégnée du jacobinisme de ses débuts pour s'intéresser à l'histoire des minorités, plus particulièrement à la minorité d'une minorité d'une minorité. D'où ce qui nous avait semblé utile de créer une société d'histoire pour susciter des travaux, des recherches, et les diffuser et les faire connaître ensuite. Est-ce que depuis 29 ans, nous avons réussi? Je serais tenté de dire oui, et je regarde la somme des manifestations que nous avons organisées, des journées d'études, des rencontres, en nous flattant d'avoir organisé en Sorbonne en 1998 la première rencontre entre des historiens tunisiens et des historiens israéliens,
Ça semble aujourd'hui quelque chose d'impensable, mais nous l'avons réussi dès 1998. Et les travaux que nous avons suggérés et qui ont essaimé, et je ferai simplement 2 rappels. La thèse pertinente de Martineau, dont il sera probablement beaucoup question aujourd'hui, sur les Juifs italiens de Tunisie et le fascisme, et la thèse de Marianne Guez sur les Juifs de Tunisie au combat dans l'armée française durant les 2 guerres mondiales. Très souvent, on nous a dit « Ah oui, mais vous faites des choses intéressantes, vous avez des sujets qui suscitent l'intérêt, mais il y avait quand même en Tunisie des Juifs italiens suffisamment importants, numériquement et socialement, et vous n'avez pas l'air de vous y consacrer. » Je répondais toujours faux. Faux, votre honneur. Puisque lors du premier colloque s'est tenu en Tunisie. En 1997, nous sommes quelques survivants de ce colloque qui sont présents aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs de là que tout est né. D'abord, il y a une amitié entre tous ceux qui étaient présents qui est née. Et puis, nous avons suscité ensuite beaucoup de travaux. Et bien, dans ce colloque de 1997 à Tunis, Jacques Taïeb avait présenté, au nom de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, une leçon sur les Juifs livournais, leur venue et leur vécu en Tunisie. Et puis très régulièrement, dans nos programmes, la notion de Juifs livournais en tant que minorité spécifique était revenue de ci, de là. Ce n'était pas un sujet tabou. Au colloque de 2003, il y avait eu encore une communication de Jacques Taïeb sur les Juifs livournais et la modernité, et d'Adrien Salmieri, le regretté Adrien Salmieri, sur les Juifs livournais de Tunisie et leur rapport avec les autres composantes de la minorité italienne de Tunisie. Minorité qui était majoritaire en 1880. Eh bien aujourd'hui, peut-être que le moment est venu de consacrer une journée entière à la situation des Juifs. Alors, va-t-on dire Juifs livournais, hein, parce que en Tunisie, aussi bien les Juifs que les musulmans parlaient des Granats, qui est le nom arabe de Livourne. La communauté livournaise, entre guillemets, parlait dans les actes officiels de Santa Comunità Portuguese, Sainte Communauté Portugaise. Puis après, c'est devenu Livournais, la communauté livournaise. Et puis après, à l'établissement du protectorat français, les dirigeants de la communauté livournaise ont jugé préférable de s'appeler communauté portugaise plutôt que communauté livournaise. Ça faisait mieux. Et c'est le nom officiel de 1881 jusqu'à, même avant 1879. De 1879 à 1944, la communauté portugaise. Alors on emploiera le mot différemment, hein, portugaise, granat, livournaise, pour désigner la même chose au cours de ce débat probablement. Donc nous allons consacrer cette journée à entendre des communications sur cette communauté, sur cette minorité de la minorité juive de Tunisie. Je remercie tous les intervenants que vous entendrez au cours de la journée, mais plus particulièrement ceux qui sont venus de l'extérieur, le professeur Michele Sarfati de Milan et notre ami Filippo Petrucci, qui a déjà parlé à la Société d'histoire des Juifs de Tunisie à différentes reprises, ce que j'aperçois, qui
qui est venu de Gênes ou de Cagliari. Et puis Silvia Finzi, je le revois avec plaisir, qui était professeur à l'université de la Manouba et qui est la présidente de la Dante Alighieri en Tunisie et qui va parler ici, qui parlera tout à l'heure cet après-midi. Donc je les remercie d'être là, je les remercie d'être présents. Et puis, je voudrais aussi vous remercier parce que vous êtes venus, vous êtes inscrits, et ça rentre très doucement, alors que nous pensions qu'il y aurait foule à l'entrée et que l'accueil serait un peu coincé. Mais il paraît qu'il y a le marathon de Paris. Alors quand nous avons fixé cette date du 7 juin, nous n'avons pas pensé qu'il y avait le marathon de Paris. Alors il paraît que les gens mettent beaucoup de temps pour venir, qu'il y a des stations de métro fermées, et que pour ceux qui viennent en voiture, il y a à peu près 1 heure de trajet. Bon, ben, nous les accueillerons tout à l'heure avec plaisir. Donc voilà. Je pense que ce n'est pas neutre que cette séance se tienne dans cet auditorium, qui est l'auditorium de l'Alliance. Pas neutre pour 2 raisons. D'abord parce que la naissance de la Société d'Histoire s'est faite dans les locaux de l'Alliance. Pas ici, mais rue La Bruyère. Mais l'accouchement, disons, la réflexion sur qu'est-ce que nous allons faire, comment le faire, faut-il créer une association, faut-il créer un cercle d'excellence. Bon, ça s'est fait dans les locaux de l'Alliance et nos premiers pas ont été soutenus par l'Alliance et surtout par sa bibliothèque. Mais la seconde chose, c'est que, et j'anticipe sur les communications de cet après-midi, c'est que les 2 communautés, y a-t-il d'ailleurs 2 communautés, donc les minorités juives tunisiennes et livournaises ont appris à se connaître au niveau de l'enfance sur les bancs de l'Alliance. C'est par l'école finalement, et dans les cours de récréation de l'Alliance, qu'est né ce contact entre 2 jeunesses, 2 enfances qui s'ignoraient un peu. Alors, quand nous savons tout ce que l'Alliance a fait pour la Tunisie, pour les Juifs de Tunisie, à partir de son installation en 1878, quand nous savons que, grâce à l'Alliance, il y a eu très rapidement, quelques années après le protectorat, les premiers bacheliers juifs de Tunisie, les premiers avocats, le premier ingénieur de l'école centrale de Paris, Élie Borgel, petit-fils du grand rabbin Borgel, sorti numéro 1 de l'école centrale de Paris après avoir été élève de l'Alliance en primaire. Je pense que c'est le moment de me tourner vers la directrice générale de l'Alliance et de lui dire, Madame, aujourd'hui, les Juifs de Tunisie et la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie vous remercie non seulement pour ce présent, notre collaboration à cet auditorium, mais surtout par ce passé qui est ce qu'il a été et qui fait que nous sommes là aujourd'hui grâce à l'Alliance. Merci l'Alliance. Merci à vous. Donc, je vais dire quelques mots au nom de la Commission française des archives juives, qui est partenaire et co-organisatrice de cette journée. La Commission française des archives juives, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a été fondée en 1963 et qui publie une revue depuis 1965 dans sa version moderne depuis 1994. C'est une revue qui a été longtemps dirigée par Catherine Nicot, ici présente, et maintenant par moi-même. Et je saisis l'occasion pour évoquer un projet. Alors, l'année prochaine, vous allez découvrir dans les
dans les publications d'Archives juives, le numéro qui sortira au printemps 2027 sera consacré aux Juifs de Tunisie, et le dossier thématique qui constitue donc le cœur de chaque numéro d'Archives juives sera coordonné par Catherine Nicot, ici présente, qui est professeure émérite à l'Université de Reims, et Jérémy Gage, qui est maître de conférence à l'Université de Nice et que vous connaissez bien puisqu'il est vice-président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Alors, en fait, ce projet de numéro, évidemment, que je vous invite à découvrir, on vous en reparlera au moment de sa parution, au moment de sa publication, mais ce projet de numéro sur la Tunisie n'est pas lié directement aux travaux de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Il vient du souhait de la revue Archives juives, du souhait du comité de rédaction, de consacrer un nouveau volume à l'histoire des Juifs de Tunisie, alors qu'en fait, il y avait eu un premier volume en 1998, qui a eu tellement de succès qu'il est devenu introuvable. Moi-même, je ne l'ai pas. On peut le trouver nulle part. Je me demande même si l'Alliance a ce volume dans sa bibliothèque ou s'il n'a pas été piqué. Ben, ça dépend, en fait. Et quand un ouvrage est très rare, il faut faire très, très attention. Et donc, en fait, l'idée, c'est évidemment, depuis 1998, il y a eu de très nombreux nouveaux travaux, de nouvelles approches, un nouveau regard sur l'histoire des Juifs de Tunisie, incluant les Juifs italiens de Tunisie, auxquels nous allons nous consacrer aujourd'hui. Donc ce n'est pas directement lié aux travaux de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que, vous l'avez constaté, on peut dire que la coopération entre la Société d'histoire des Juifs de Tunisie et la Commission française des archives juives s'est renforcée depuis quelques années. Vous vous rappelez l'événement qui avait été organisé autour du sport, des Juifs et le sport en Tunisie. Mais cette journée est également un signe de ce rapprochement. Pour terminer, je voudrais remercier quelqu'un dont on n'a pas encore prononcé le nom, qui est Laure Politis, qui est la nouvelle directrice de la bibliothèque et des archives de l'Alliance israélite universelle, et qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de cette journée, aux côtés de Martino Pizzi, qui est vraiment l'architecte, le coordinateur scientifique de cette journée, ce qui ne nous étonne pas puisqu'il est vraiment le spécialiste actuel des Juifs italiens de Tunisie, alors pas seulement pendant la période du fascisme, mais maintenant sur d'autres périodes, de l'après-guerre et notamment. Et puis, je voudrais remercier à mon tour Dvorah Serao, la directrice générale de l'Alliance israélite universelle, qui nous ouvre les portes de l'Alliance et perpétue ainsi la tradition scientifique de l'Alliance israélite universelle, qu'on connaît pour son réseau d'écoles. Certains d'entre vous ont été des élèves de l'école de l'Alliance, des écoles de l'Alliance, mais qu'on connaît parfois moins pour ses activités scientifiques. Et en fait, dès ses origines, comme l'avait montré Simon Schwartz-Fuchs dans un article, dans un bref article, mais très intéressant, dans le livre sur l'histoire de l'Alliance israélite universelle qui a été dirigé par André Caspi. Donc, comme l'avait montré Simon Schwartz-Fuchs, dès ses origines, l'Alliance israélite universelle a soutenu la recherche en subventionnant des publications, des brochures, en encourageant les travaux sur l'histoire des Juifs, en considérant que l'histoire était en fait qu'il fallait s'inscrire dans une approche rationnelle et rationaliste de l'histoire des Juifs, et une forme de sécularisation, de laïcisation, si vous voulez, et puis aussi en considérant que si les Juifs connaissaient leur histoire, ils seraient mieux armés pour répondre à l'antisémitisme.
Et enfin, bien sûr, je voudrais remercier Claude Nataf, dont nous savons tous ici à quel point il est le moteur et l'âme de la Société des Juifs d'histoire des Juifs de Tunisie. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que cette association organise très régulièrement des colloques, des journées d'études comme celle-ci, des conférences et, depuis quelques années, un séminaire ouvert aux chercheurs. Tout cela, c'est énormément de travail, énormément d'énergie au service de la connaissance, et je crois qu'on peut vraiment remercier Claude Nataf qui ne s'est pas, qui a repris le flambeau après, alors qu'ils étaient deux à l'origine. On peut évoquer le nom de Jacques Taïeb, qui était cofondateur de cette Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Je crois qu'on peut vraiment le remercier avant de passer aux travaux scientifiques. Je passe la parole à Martino Pizzi, qui donc a conçu entièrement cette journée d'études. Merci Valérie, merci à tous les participants. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. À moi la tâche de faire une petite introduction pour cette journée. Avant de commencer, je tiens, comme c'est une tournée de remerciements, à remercier encore Claude Nataf qui m'a donné son soutien pour la préparation de cette belle journée. Et si cette rencontre a pu voir le jour, c'est aussi grâce à l'ensemble des intervenantes qui vont participer aujourd'hui, qui ont accepté d'enrichir avec leurs réflexions et leurs travaux cette importante journée. Je souhaite également remercier les présidentes des séances, Valérie Hassan qui vient de présenter une partie de la journée, rédactrice en chef de la revue d'archives juives, Laure Politis, directrice de la bibliothèque de l'Alliance, et celle qui nous va rejoindre dans l'après-midi, Marianne Matar-Bonucci, professeure à l'Université de Paris 8 et membre de l'Institut universitaire de France. C'est à elle le soin de présenter les intervenants dans les détails. Moi, de ma part, je m'attache un peu à expliquer la raison du titre et du contenu, de la structure de cette journée. Le sujet que nous avons choisi d'explorer aujourd'hui, et sans surprise, il suffit de le lire, la communauté juive italienne. Les juifs italiens dans le contexte de la Tunisie coloniale. Donc, une minorité bien connue, et pourtant, je trouve encore à découvrir. Cette communauté juive italienne de Tunisie est également désignée comme communauté livournaise ou encore comme communauté portugaise, comme mes collègues ont justement souligné. Déjà, dans cette pluralité d'appellations, je trouve, apparaît un problème, ou si vous préférez, une curiosité. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde sur l'existence de cette population, sur ses traits supposés caractéristiques, même sur son importance dans l'histoire de la Tunisie contemporaine. Et pourtant, dès qu'il s'agit de la définir précisément, là, on voit que les certitudes commencent à s'estomper. C'est là un paradoxe étonnant qu'on le retrouve aussi bien dans les sources du passé que dans le débat historiographique actuel. Je me suis amusé à collecter des déclarations sur la communauté juive livournaise, tirées à la fois de sources de l'époque et des témoignages que j'ai eu la chance de collecter récemment parmi les ressortissantes. C'est intéressant parce que le portrait qui émerge est assez éloquent et presque caricatural. Je cite quelques déclarations. Ils sont nobles plus des consciences que du lignage, membres d'un vieux clan habitué à la prédominance au sein de la colonie italienne, une importante communauté fière de ses origines et de son passé européen qui n'avait pour les indigènes qu'un mépris hautain. Les juifs portugais en fière allure. On était extrêmement cultivés, ces sentiments de noblesse, le sens de l'honneur. Les Livournais étaient considérés comme discrets et pleins de dignité, mais aussi rigides, coincés, voire chiantes. Je reporte des citations. La communauté des Granats, riche, fière et entreprenante. Les Livournais étaient juifs de religion italienne. Les Granats ou Livournais, italiens avant tout. Je suis toscan des races juives. Les Livournais, surtout les chefs, sont peu pratiquantes et peu croyantes. On était plus italiens que religieux. Voilà donc que
on trouve des caractères assez récurrents dans toute cette déclaration qui composent un portrait assez clair. D'abord, les Juifs livournais sont considérés comme une minorité, mais dans une acception positive, comme une élite. Parfois, on utilise d'autres synonymes, aristocratie, clan, noblesse. Ils sont bien conscients de faire partie d'une élite et donc cultivent activement ces sentiments de distinction. Ces sentiments s'effondrent à la fois sur des éléments matériels, comme la position sociale, l'accès à l'instruction supérieure, mais aussi sur des qualités morales supposées supérieures, le sens de l'honneur, la respectabilité, la dignité. Ils sont tous italiens et animés par un fort patriotisme, et enfin, ils se sentent moins attachés à la pratique religieuse que leurs coreligionnaires tunisiens. Donc, statut d'élite, fort sentiment d'italianité et indifférence religieuse composent un peu les trois grands piliers du discours public sur les Granats. Ce qui frappe, c'est vraiment l'ampleur du consensus autour de cette image. C'est-à-dire qu'on la retrouve avec des nuances parfois minimes chez les autorités françaises de l'époque, chez les autorités italiennes et fascistes de l'époque, chez les autorités tunisiennes, dans la presse, dans les rapports administratifs, chez les fascistes comme chez les antifascistes, et même dans les témoignages des Juifs de Tunisie eux-mêmes. Cette convergence a été si forte que certains jugements ont fini pour devenir un peu des clichés, des stéréotypes, parfois même une forme de sens commun qui était vrai a priori. Et pourtant, comme j'ai déjà souligné tout à l'heure, dès qu'on cherche à dépasser ces représentations pour interroger concrètement la religiosité, le patriotisme ou encore les sentiments de supériorité attribués aux Livournais, nous retrouvons en réalité beaucoup plus nuancés, plus flous et parfois contradictoires. Nous trouvons face à une situation paradoxale donc, une communauté dont tout le monde semble parler avec assurance, mais que l'on peine encore à définir, à comprendre dans toute cette complexité. Et donc plutôt que d'éluder, plutôt que d'esquiver ce paradoxe, les organisateurs de cette journée ont choisi d'en faire le cœur même de la réflexion. Et c'est là, disons, fait écho aussi à l'importance de la nuance et de la complexité qui a été justement évoquée par la directrice de l'Alliance tout à l'heure. Donc cette journée se propose trois objectifs. D'abord, de faire un peu le point sur les connaissances déjà élaborées sur la communauté juive italienne de Tunisie, son histoire, ses caractéristiques sociales et culturelles, ainsi que ses relations avec le pouvoir et avec les autres groupes qui composaient la société tunisienne à l'époque. Deuxièmement, déconstruire un peu ces clichés afin de retrouver la richesse et la complexité d'une réalité historique souvent réduite à des traits caricaturaux. Et finalement, troisième objectif, ouvrir de nouvelles perspectives de recherche et peut-être de faire émerger des nouvelles questions. Voilà donc qu'on revient au titre de cette journée. Une histoire à repenser, point d'interrogation. Repenser, dans la perspective qu'on a choisie aujourd'hui, ça veut dire réfléchir critiquement surtout sur deux éléments. D'abord les sources et deuxièmement les catégories. Les sources parce que, je l'ai dit en tant que chercheur, l'une des premières difficultés auxquelles je me suis heurté au début de ma thèse, ça a été de trouver des sources sur cette communauté. Les sources sur les Juifs livournais étaient nombreuses, mais par contre les sources produites par les Juifs livournais étaient beaucoup plus rares. Et même les documents administratifs fournissaient souvent des données incertaines, avec beaucoup de lacunes. Un exemple, par exemple. Combien était-il? Dès que je me suis attaché à chercher le nombre, à dénombrer les ressortissants de la communauté juive livournaise en Tunisie, je me suis heurté au silence des sources. Paradoxalement, le seul recensement spécifiquement consacré aux Juifs italiens de Tunisie fut réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, par les autorités de Vichy, dans une perspective de persécution antisémite. Un recensement qui dénombrera à peu près 3200 personnes. Donc les communications de cette journée se proposent justement de valoriser au contraire la richesse des sources disponibles. Les archives italiennes, françaises, même ottomanes, des documents communautaires, des actes de mariage, la presse, la mémoire et les témoignages. En gros, toutes ces sources permettent de saisir les Juifs italiens de Tunisie dans leur richesse et surtout sous deux angles particuliers. Celle de leur religion, donc les Juifs italiens de Tunisie en tant que Juifs, et la nationalité, en tant qu'Italiens. Et voici apparaître la question des catégories, qui est au cœur de cette journée.
Dans toutes les sources et souvent dans l'historiographie, les notions des juifs livournais et juifs italiens sont employées comme synonymes. Moi aussi, parfois, je l'utilise comme synonyme, je l'avoue. Mais la réalité était beaucoup plus complexe. Dans la Tunisie coloniale, il y avait plusieurs juifs livournais qui n'étaient pas italiens et beaucoup de juifs de nationalité italienne qui n'appartenaient pas au groupe des Livournais. Cela nous invite à manier toujours avec beaucoup de prudence les mots, les définitions, les catégories, c'est qu'on essaiera de faire aujourd'hui. Il ne faut pas considérer tout ça comme des réalités figées, mais bien au contraire comme des réalités qui se construisent, se transforment et se négocient au fil du temps. Je me permets d'insister sur cette question un peu abstraite des catégories parce que je trouve que le silence sur l'histoire des Juifs italiens de Tunisie découle en grande partie de la difficulté objective de catégoriser leur profil, de situer leur histoire au sein des grands récits collectifs. En gros, l'histoire des Juifs livournais, c'est quoi? C'est l'histoire des Juifs de Tunisie, donc une histoire qui pourrait être racontée par Paul Sebag, par exemple. C'est une histoire des Juifs d'Italie. C'est une histoire des Juifs du Maghreb, donc qui pourrait être racontée par Khaled Zitniki, Benjamin Stora, Chouraki. C'est une histoire des Juifs de Livourne et de leur diaspora méditerranéenne, qui mériterait d'apparaître dans un livre, par exemple, de Francesca Trivellato. Ou bien c'est une histoire des Juifs tout court, de leur parcours d'intégration dans la société, de leur crise d'identité, de leur déchirement, et donc méritant d'apparaître dans les ouvrages de Pierre Mirbon, par exemple, de Cabanel, de Poliakov. Ou bien c'est une histoire de l'immigration italienne, ou une histoire du colonialisme. C'est une histoire des colonisés ou des colonisateurs, ou des intermédiaires. C'est une histoire de la bourgeoisie, des élites, ou une histoire des victimes et des minorités. Vous voyez, on se trouve face à un sujet très complexe, situé à la croisée de plusieurs trajectoires, parfois en opposition. Pour trouver des réponses satisfaisantes, et là je vais conclure ma petite introduction, il faut multiplier les perspectives. C'est la seule conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Il faut utiliser à la fois l'histoire sociale, l'histoire familiale, la généalogie, l'histoire culturelle, la politique, ou encore les approches quantitatives. Cette conclusion a un peu orienté le choix du programme qu'on propose aujourd'hui, qui s'articule en 3 séances différentes. La première qui se focalise sur les enjeux communautaires, liés aux Juifs italiens de Tunisie, leur histoire, leurs relations avec les Juifs tunisiens et français, les liens et les clivages avec ces groupes. La deuxième séance prendra en compte les questions des familles, de la famille et de la nationalité, donc à la croisée entre la sphère privée et la dimension publique. Et finalement, la troisième séance portera sur la dimension politique et mémorielle. Il s'agit donc d'un programme très riche, qui va aborder plusieurs facettes du même sujet pour en dévoiler, encore une fois, la richesse, la complexité et comprendre les débats historiographiques les plus récents. Je souligne que cette journée est également pensée comme un espace d'échange et de dialogue. C'est pour ça une place importante sera accordée au débat avec le public. Chaque intervention apportera des éléments de réponse, mais aussi, j'espère, des nouvelles interrogations dont on pourra discuter ensemble. Car l'objectif de cette rencontre n'est pas de clore un débat, mais au contraire de l'ouvrir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée d'études et merci pour votre attention. Bon alors, donc nous allons pouvoir commencer la première session qui s'intitule, comme vous l'avez vu sur le programme, Histoire et institutions communautaires. Donc nous aurons 2 communications, celle de Sylvia Finzi puis celle de Claude Nataf. Alors, avant de laisser la parole à Sylvia Finzi, je voudrais dire quelques mots pour la présenter. Sylvia Finzi est professeure émérite en civilisation italienne à la faculté de la Manouba à Tunis. Elle est aussi présidente de la section de Tunis de la société Dante Alighieri. Et Sylvia Finzi m'a expliqué ce matin que le comité de Tunis est en train de classer des archives sur la mémoire des Italiens de Tunisie. Et c'est un projet qui, évidemment, retient toute notre attention et qui semble tout à fait en lien avec nos préoccupations aujourd'hui. Sylvia Finzi a notamment publié parmi ses travaux Memorie italiane di Tunisia en 2000, ainsi que de nombreux articles. Et elle a
assuré la coordination de 8 volumes qui sont des ouvrages sur l'histoire culturelle et politique des Italiens de Tunisie, que ce soit la peinture, l'architecture, les idées politiques, etc. Enfin, il faut signaler que Silvia Finzi dirige l'unique journal italien dans le monde arabe, le Corriere di Tunisi, Corriere di Tunisi, c'est ça je fais semblant. Qui a été fondé au moment de l'indépendance de la Tunisie en 1956. Et donc, on a compris que Silvia Finzi est à la fois une historienne hors pair et la porteuse de la mémoire des Juifs de Tunisie. Et des Juifs italiens de Tunisie, je vous demande pardon. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Plus que d'ailleurs que des Juifs italiens de Tunisie, des Italiens de Tunisie en Tunisie. Et vu que j'ai un collègue face à moi qui a inspiré pas mal de nos travaux, je dirais que je commencerai par cette idée des archives qui sont les archives que nous avons appelées archives de la mémoire des Italiens de Tunisie et qui sont nées il y a quelques années parce que justement inspiré par un article d'Habib Kazdarli qui disait que il était temps que la Tunisie s'approprie de cette histoire des collectivités et en fasse en quelque sorte aussi une histoire tuniso-tunisienne en quelque sorte. Et donc cette idée de collecter ce qu'il y a, il n'y a pas énormément de choses dans la mesure où ce patrimoine est très dispersé pour plusieurs motifs. D'abord parce que la plupart des gens ont quitté le pays et en emportant ou en n'emportant pas avec eux ces documents. Aussi parce que cette mémoire, en partant, a été une façon de souligner le départ des gens. C'est-à-dire qu'on partait et on partait en emportant sa mémoire. Et que, justement, le groupe des personnes qui se sont intéressées à l'histoire des collectivités en général en Tunisie ont pensé que il était temps que cette mémoire revienne là où elle était partie, pour justement que cette pluralité soit une pluralité en partage, et non pas simplement une pluralité de départ ou, comme disait Claude Nataf, de nostalgie ou de souvenirs ou de blessures. Donc, c'est un petit peu ça qui nous a guidés. Et je disais que, personnellement, je me suis intéressée à l'histoire des Italiens en général. Et je voudrais partir de là. C'est-à-dire que il est évident que lorsque je me suis intéressée de l'histoire des Italiens avant l'instauration du protectorat français
Et tout le long de l'histoire du protectorat français et après l'indépendance, il est évident que on ne peut pas ne pas parler de l'histoire des Livournais. Des Livournais, et là encore, je vais quand même essayer de réfléchir sur cette notion de Livournais. Livournais ou italien, tout court. Parce que dans la mémoire, par exemple, familiale, certes, la référence lointaine est à Livourne, mais dans la construction de la mémoire familiale, par exemple la mienne, on parle plutôt de juifs italiens de Tunisie ou d'italiens de Tunisie. Je dirais même pas de juifs italiens de Tunisie, mais d'italiens de confession juive de Tunisie. Ce qui était une façon de montrer qu'avant tout, les personnes se situaient comme italiennes. Et ce qu'a dit Martino Pizzi, des juifs de confession italienne, n'était pas faux, en quelque sorte, parce que, en citant évidemment n'était pas faux parce que si je prends l'histoire de ma famille, par exemple, il est certain que c'était des juifs de confession italienne. Et l'histoire même récente, non pas seulement en période coloniale, mais même en période post-coloniale, disons qu'ils ont toujours d'abord parlé d'italianité, mais une italianité qui était une italianité particulière parce que justement de confession juive. Donc ça a été un des signes distinctifs. D'autres signes distinctifs, c'est que quand on parle de Livournais, il est évident que même à partir du XIXe siècle, ces Livournais étaient Livournais, mais pas vraiment Livournais. Je me base simplement sur un cadre familial, hein. Et dans ma famille, une partie venait de Gênes, par exemple. Ils étaient juifs italiens, mais ils n'étaient pas livournais, ni n'avaient séjourné à Livourne. Ils viennent directement de Gênes. De nombreuses familles venaient de Pitigliano, par exemple. Donc dans le Latium, à la frontière entre la Toscane et à la frontière entre la Toscane et le Latium, et parmi lesquelles des familles qui ont eu une grande importance, comme les Lévi. Et d'autres venaient de Rome, comme les Veroli, par exemple. Donc, c'est pourquoi je préfère personnellement le terme utilisé par Martino Pizzi de juifs italiens. Parce que, certes, la majorité arrivait de Livourne, mais cela ne voulait pas dire qu'ils étaient de Livourne. Par exemple, les Finzi, le professeur médiéviste Michele Luzzati, que j'avais bien connu lors de mon séjour à Pise,
disait que les Finzi étaient originaires d'Ancona. Donc, en fait, et qui était spécialiste donc de l'histoire des Juifs au Moyen Âge. Il y a parmi les noms des Juifs livournais, dits livournais, il y a des noms qui sont de tradition italienne ou italianisée, disons, et d'autres qui manifestement montrent ces passages qui, en particulier, sont typiques du Grand-Duché de Toscane avant l'unité d'Italie, et de personnes qui, en étant de passage à Livourne, ont pu acquérir la nationalité toscane. Mais en ce qui concerne la période entre 1881 et qui est notre sujet, en d'autres termes, la période qui concerne entre 1881 et 1956, il est certain que le débat va tourner autour de l'italianité, c'est-à-dire que à partir de 1880-81, le débat va être de nature politique. En tout cas, en ce qui concerne les archives que j'ai consultées et en ce qui concerne aussi les archives que nous avons pu récolter de certaines familles, je pense, qui se trouvent aujourd'hui aux archives de la Dante, comme la famille Lombroso, la famille Calò, la famille Finzi, etc. On peut voir que tout le débat tourne autour de l'italianité. C'est-à-dire que, et même dans la perception que le protectorat a des Italiens de Tunisie, ils disent bien que leurs pires ennemis sont ces Juifs livournais, ce sont les pires ennemis de la France. Alors, je me référais un petit peu à l'article de Attal, justement, que vous avez cité, et qui publie ce rapport extrêmement intéressant de Catan, de l'avocat Catan, et dans ce rapport de l'avocat Catan, il finit son rapport en disant, en mettant en exergue évidemment le conflit entre juifs tunisiens et juifs italiens, en disant que ces juifs italiens, en quelque sorte, paupérisent, contribuent à la paupérisation non solidaire, disons, des Juifs tunisiens, en disant que, alors que les Juifs tunisiens pouvaient soutenir la France, les Juifs italiens étaient vraiment les ennemis. Donc, je partirai de là. Je partirai de cette conclusion intéressante de Catan, qui en fait se sert ou construit une rivalité
à l'intérieur de la communauté juive, entre Italiens et Tunisiens, à travers la colonisation. C'est-à-dire que la rivalité se lie dans le cadre de la colonisation française et devient l'enjeu de l'affirmation coloniale. Et bon, on sait que les Italiens, évidemment, ont, avant 81, eu des prétentions coloniales sur la Tunisie. On sait très bien que le schiaffo di Tunisi avait provoqué même la chute du gouvernement de Cairoli en Italie, et que l'importance de la collectivité italienne, et en particulier des Livournais, avait créé cette... et a continué tout le long de la période coloniale à créer cette rivalité très forte entre France et Italie. Je ne rentrerai pas dans ce jeu, mais dans ce jeu entre l'Italie et la France, à travers les naturalisations, à travers la réduction des prérogatives de la collectivité. Je pense par exemple au moment où les familles, et en particulier les familles livournaises, qui faisaient étudier leurs enfants dans les écoles italiennes en particulier. Certes, il y avait des élèves qui suivaient les cours de l'Alliance israélite, mais la majorité des Italiens allaient fréquenter les écoles italiennes. Je veux dire, mon grand-père, mon père, mon arrière-grand-père ont tous été, et aussi les femmes ont fréquenté la Margherita di Savoia ou le Principe di Piemonte. Je veux dire, ils ont été scolarisés en langue italienne. Et ce n'est qu'à partir de 1938 qu'il y a eu la rupture. Mais jusqu'en 1938, mon père fréquentait l'école italienne jusqu'en 1938, et ce n'est qu'en 1938 qu'il a dû passer à l'école française. Donc ils se sont totalement opposés au projet de francisation qui passait aussi à travers l'Alliance française, à travers l'Alliance universelle, pardon. Et ils fréquentaient les écoles italiennes, et ils étaient porteurs, disons, de cet esprit patriote. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, et sur lequel peut-être il faudrait réfléchir, c'est que cet esprit de rivalité coloniale entre l'Italie et, parce que l'Italie aussi avait un esprit colonial, entre l'Italie et la France, déborde sur le rapport entre la communauté juive tunisienne et la communauté juive italienne. C'est-à-dire que, et c'est une piste sur laquelle nous pourrons débattre et réfléchir, qui est est-ce que effectivement, effectivement, il y avait cette animosité qu'on raconte constamment, il est rare de ne pas parler de cette animosité qu'il y avait entre juifs tunisiens, juifs italiens, etc. Mais cette animosité n'était-elle pas, au fond, nourrie
par le colonialisme ou par les visées coloniales à la fois des Italiens qui voulaient maintenir en quelque sorte les tra virgolette, entre guillemets les Italiens dans cette italianité revendicatrice et la France qui voulait comment dire en quelque sorte diviser la collectivité, la communauté juive pour qu'il y ait ce débat au sein même de la collectivité en l'affaiblissant, évidemment. Le résultat est certainement plutôt tragique parce que lorsque les Italiens, les Livournais ont en 1938 remis en cause leur italianité ou ont souffert du fait qu'on leur extirpe leur italianité, eh bien, ils ont disparu. C'est-à-dire que leur raison d'être en tant que groupe a été extirpée en quelque sorte. Et on voit que progressivement, à partir de l'après-guerre, les Livournais sont des individus, ne sont plus une communauté. Alors, ils se nourrissent de leurs souvenirs, peut-être, mais ils n'ont plus une existence de groupe comme ils étaient avant 1938. Alors, il est vrai que même dans le rapport au fascisme, ils ont été assez ambigus. Il est vrai que au niveau qu'une partie a été fasciste, en tout cas jusqu'en 1938, parce qu'ils vivaient justement le fascisme comme une continuité du patriotisme. Et comme souvent, et ça ne concerne pas seulement d'ailleurs les Juifs italiens, ça concerne aussi les Italiens non juifs. Je veux dire que souvent l'adhésion au fascisme a été cette continuité avec l'idéal patriotique. Il faut dire que parmi ces Livournais, et je finirai sur ça, parmi ces Livournais, il y avait quand même, cette italianité venait aussi quand même du Risorgimento, hein, venait aussi du fait qu'un nombre important d'Italiens de provenance de Livourne ou autres provenances étaient venus en Tunisie parce qu'ils fuyaient la répression des États italiens et parce qu'ils étaient républicains essentiellement. Ils suivaient les idéaux de Mazzini. Mon ancêtre est arrivé pour ces raisons en Tunisie, parce que il était d'abord Carbonaro et après Mazziniano. Mais bien qu'ils adhèrent tous ces exilés en quelque sorte et pro-unitaire italienne, pro-unitaire italienne, finalement, en tant que faisant partie de la classe libérale, disons, vont adhérer quand même au lendemain de l'unité d'Italie à la monarchie.
très peu, continueront à professer, disons, les idées républicaines de Mazzini. Je voudrais finir sur une autre interrogation. On se pose le problème de la division et des rivalités en quelque sorte entre les Juifs tunisiens avant évidemment avant la guerre, hein, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et beaucoup de récits et d'anecdotes d'un côté comme de l'autre d'ailleurs se racontent sur les façons et le mode d'être à la fois des Livournais et le mode d'être des Juifs tunisiens. Il est certain que les Livournais arrivent en Tunisie et ils véhiculent le modernisme. Ça, ce sont des choses que nous savons tous et qui vont être certainement discutées dans les prochaines communications. Mais une chose qui serait intéressante, à mon avis, d'interroger, c'est que la différenciation entre les Juifs livournais et les Juifs tunisiens dans la période coloniale existe sans aucun doute. Mais existe-t-elle aussi cette différenciation auprès des Italiens ? C'est-à-dire entre la collectivité d'origine livournaise, juive livournaise, et l'ensemble de la collectivité italienne qui va être de plus en plus nombreuse à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Est-ce qu'il n'y aura pas une différenciation très importante, en particulier d'un point de vue jusqu'aux années 30, d'un point de vue certes politique, mais aussi, comment dire, est-ce qu'en quelque sorte, la chute de la collectivité dirigeante, qui était celle livournaise, ne va-t-elle pas aussi être, comment dire, utilisée par la partie des Italiens qui se sentaient en quelque sorte mise à l'écart par la leadership livournaise. Il ne va pas y avoir un espèce de revanchisme et à l'intérieur même de la collectivité italienne. Donc il va y avoir, en d'autres termes, ces Livournais vont être à la fois une marchandise d'échange entre les luttes entre France et Italie, entre juifs livournais et juifs tunisiens, mais entre Italiens juifs et Italiens non juifs. Il est intéressant de pouvoir s'interroger sur à mon avis, sur ces trois réalités. Voilà, je sais que j'ai pris trop de temps. C'est très bien, merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant entendre Claude Nataf, dont il a été question tout à l'heure comme président et cofondateur de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, mais je voudrais dire un mot quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que Claude Nataf est aussi l'auteur de nombreux articles sur les Juifs de Tunisie et qu'il a dirigé plusieurs ouvrages, dont un volume de mélange à la mémoire de Jacques Taïeb co-dirigé avec Ariel Danan, et qu'il a publié un précieux recueil de témoignages, Les Juifs de Tunisie sous le joug nazi, de novembre 1942 à mai 1943, préfacé par Serge Klarsfeld. Voilà, Claude Nataf. Merci Valérie.
nous avons pensé avec Martineau qu'il était utile quand même, dans une journée consacrée à la communauté portugaise de Tunisie, de revoir un peu cette notion de communauté et le fonctionnement de cette communauté. Et cela pose immédiatement une question. Est-ce qu'il y avait en Tunisie une communauté ou deux communautés, Twanza et Grana pour simplifier? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce qu'on entend par communauté. Alors, je ne donnerai pas la définition sociologique d'une communauté, puisqu'il s'agit d'une institution religieuse, mais j'aurais tendance à recourir aux sources religieuses. Dans le corpus du judaïsme, la Bible ne donne pas de définition de la communauté. Il faut recourir au Talmud pour trouver une définition de la Keïla. La Keïla, ça désigne la communauté organisée. Et l'existence d'une Keïla, les maîtres du Talmud le rappellent, est une obligation. Parce que Kol Israël, Arevim, Relazé, tous les enfants d'Israël sont gardiens les uns des autres. Donc à partir du moment où on est gardiens les uns des autres, il y a un corpus institutionnel à mettre en place qui recouvre les besoins du culte, la synagogue, les organismes de secours, la cache-route et surtout la transmission. La transmission par l'existence de Talmud Torah. Et le Zachor, la mémoire, par la gestion des lieux d'inhumation, cimetières. Donc, il n'y a de communauté, dit le Talmud, que s'il y a les instruments nécessaires pour la faire vivre. Maintenant, le Talmud ne dit pas s'il doit y avoir une communauté ou plusieurs communautés. Ce sont dans des écrits postérieurs des maîtres du judaïsme que l'on peut trouver la réponse. Et pour les maîtres du judaïsme, ce qui fonde une communauté, c'est la communauté rituelle. Il y a une communauté séfarade et une communauté ashkénaze. À partir du moment où il y a un séfarade dans une ville à majorité ashkénaze, il doit aller se fondre pour ses devoirs religieux dans la communauté ashkénaze. Mais à partir du moment où il y a 10 séfarades dans une ville ashkénaze, il a l'obligation de fonder une communauté. Parce qu'il y a un rituel différent. Lorsque les premiers Livournais arrivent en Tunisie pour s'y installer, à l'extrême fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, ils cohabitent dans la Rara avec leurs coreligionnaires tunisiens. Ils payent les mêmes impôts personnels et les droits de douane discriminatoires auxquels sont assujettis tous les juifs. Et ils participent au paiement des impositions qui sont spécifiquement imposées à la communauté juive, soit de manière ordinaire, soit de manière extraordinaire. Mais constitue-t-il une communauté distincte alors que début du XVIIe siècle, on peut considérer qu'ils sont à peu près 300. Je remarque que très vite, il y a 3 synagogues distinctes. 3 synagogues qu'on appelle Slatelgurni, la synagogue des Grana.
2 sont à l'Harara, à l'intérieur de l'Harara, l'autre est aux abords de l'Harara, dans la rue Zarkoun. Mais pour savoir s'il y a 2 communautés ou une communauté, le mieux est de nous en tenir aux documents juridiques. En 1686, il semble que le B, de l'époque, ce n'était pas encore la dynastie husseinite, ait imposé une contribution extraordinaire, parce qu'il y avait eu des dépenses extraordinaires à la suite de conflits, ait imposé une contribution extraordinaire aux Juifs livournais, sous peine de mort. Ne possédant pas cette somme, les Juifs livournais se tournent vers le consul de France, auquel ils demandent un prêt du montant de la contribution exigée par le B. Et il y a un acte qui est dressé, un contrat de prêt, où, invoquant leur désarroi, les sieurs Jacob et Raphaël Di Daniel et Lombroso, Moïse Mendez Ossona et Jacob Barouk expliquent la contrainte qui vient de leur être imposée et ils acceptent, le consul de France leur consent un prêt remboursable à Livourne avec un intérêt qui est quand même assez exorbitant puisque c'est un intérêt de 16%. Dans cet acte, alors ce que cet acte nous apprend? D'abord, que les Juifs livournais sont ciblés en tant que Juifs distinctement des Juifs tunisiens, puisque c'est une contribution qui est exigée des Juifs livournais. Et dans cet acte, ils se déclarent la communauté-congrégation. Il y a les 2 termes, hein, communauté-congrégation. L'acte est rédigé en mauvais italien et mauvais espagnol. Donc, il se distingue dans cet acte de la communauté officielle organisée. Et le lendemain, cet acte est co-signé, garanti, par 29 chefs de famille portugais. Donc, c'est bien la communauté portugaise qui emprunte cette somme au consul de France. En 1710, alors, tous les historiens situent à 1710 la création d'une communauté portugaise. Et certains disent même ça a été fait en accord avec la communauté tunisienne et il y a un document qui constate cet accord, mais que l'on n'a pas retrouvé. Il est cité, mais on ne l'a pas retrouvé. Alors, moi je me méfie toujours quand on parle d'archives qu'on n'a pas retrouvées. Non. Donc pour moi, ce document n'existe pas, jusqu'à ce qu'on le trouve. Mais il y a un fait, c'est qu'en 1710, il y a création d'une communauté qui s'appelle Caal Kadosh de Portugueses de Tunis, Sainte Communauté des Portugais de Tunis. Et c'est le nom, d'ailleurs, qui restera sur l'entête officielle, sur les documents officiels, sur le papier à lettres, jusqu'à 1944. Il est vraisemblable que la création de cette communauté a été autorisée par le pouvoir bellical, puisque nous sommes en 1710, c'est-à-dire 5 ans après l'avènement de la dynastie husseinite. Il semble qu'il y ait eu des rapports entre la dynastie husseinite qui s'installe en 1710 et les Juifs livournais. Donc, cette communauté se crée avec un comité directeur composé de Livournais, avec un abattoir, avec une boucherie, avec un grand rabbin, c'est Jacques Lombroso, avec un Talmud Torah, avec un tribunal rabbinique et avec un cimetière. Donc il y a toutes les composantes que le Talmud exige
pour qu'il y ait communauté. Il est évident que cette création s'oppose à la volonté des Tunisiens. Et en réalité, la première raison pour laquelle les Tunisiens s'opposent, et on en parlera assez souvent, je pense, dans cette journée, c'est que les Livournais, quand ils créent cette communauté, en même temps, ils créent un abattoir et ils créent une boucherie. À l'époque, la boucherie cachère n'est pas libre. On ne peut pas ouvrir une boucherie avec des autorisations et débiter de la viande. C'est la communauté qui est propriétaire de la boucherie, qui abat la viande et qui la débite dans la boucherie. Et on va l'acheter à la boucherie communautaire. Parce que c'est avec les ressources de la viande que l'on finance les saintes obligations de la communauté, à savoir l'assistance, secours aux pauvres et l'enseignement, le Talmud Torah. Or, très vite, les Tunisiens on s'aperçoit que la viande vendue par la communauté portugaise est moins chère. Et, dit-on, dans certaines mémoires, elle est meilleure. Ou elle est mieux coupée. Donc, des Tunisiens, des Twanza, consommateurs, obligent, vont à la boucherie de la communauté livournaise et achètent la viande. Diminution des ressources posant un grave problème à la communauté tunisienne. Et en même temps, beaucoup de non-livournais qui arrivent d'autres pays, du Levant par exemple, d'Algérie, peut-être pour ces raisons, et parce que les impositions sont moindres dans la communauté livournaise, dans la communauté portugaise, adhèrent et réussissent à se faire amalgamer, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec l'Italie, à se faire amalgamer par la nouvelle communauté. D'où mécontentement existentiel des dirigeants communautaires juifs, Twanza, et des conflits quasiment hebdomadaires entre les deux communautés. Ce qui fait que en 1741, alors là on peut se fier à un texte, le document existe dans les archives. Il y a un protocole qui est signé par les deux grands rabbins, Twanza, Abraham Tayeb, et Gradin, Isaac Lombroso, et il est dit « Tout Israélite venu d'un pays musulman fera partie de la communauté Twanza. Et tout Israélite venu d'un pays européen fera partie de la communauté portugaise. » Ce qui fait que vous avez, tout au long de l'histoire et jusqu'à la déperdition de la communauté portugaise, vous avez des Wolinski, des Jakubovic, etc., qui sont à la communauté portugaise, alors qu'ils n'ont rien d'italien, mais ils sont à la communauté portugaise, et d'autres aussi. Et puis, il est interdit aux Israélites de la communauté Twanza d'acheter de la viande à la boucherie livournaise. Alors ne riez pas, c'est quelque chose qui existe encore. C'est une règle traditionnelle dans le judaïsme qui existe encore en Tunisie, à Djerba. Il y a une boucherie à Arazrira, il y a deux communautés à Djerba, une boucherie à Arazrira, une boucherie à Aragbira. La viande vendue à Arazrira n'est pas chère, parce que la communauté d'Arazrira a les revenus de la Griba, qui sont énormes. Donc la viande est débitée pour 3 francs 6 sous, ou 3 dinars 6 sous. Et à Aragbira, elle est beaucoup plus chère. Alors les Juifs d'Aragbira vont acheter
la viande à Razrira. Et depuis plus d'un siècle, il y a une interdiction rabbinique. Un juif d'Arak Bira ne peut pas acheter de la viande à Razrira, elle n'est pas déclarée cachère pour lui. Elle est cachère pour les autres, pas pour lui. Alors, sauf maintenant, ils ont donné une dérogation le vendredi. Le vendredi, les pauvres d'Arak Bira peuvent acheter la viande à Razrira. Seulement le vendredi. Donc là, c'est une règle tout à fait normale que dictent les deux grands rabbins, Taïeb et Lombroso. Il est interdit aux Israélites de la communauté Twanza d'acheter de la viande à la boucherie livournaise. Les charges collectives, l'impôt collectif, les amendes éventuelles seront désormais supportées pour 2/3 par les Twanza et pour 1/3 par les Granins. Et cet accord fut renouvelé en 1784, puis à d'autres reprises, et notamment au moment où se pose le problème des Juifs de Gibraltar. Alors, des Juifs originaires de Gibraltar arrivent en Tunisie. Gibraltar, un pays européen, ou non? Alors, les Juifs de Gibraltar disent non, nous, on veut aller à la communauté Grana, parce que Gibraltar, c'est un pays qui est sous la domination de la couronne britannique, donc européen. Ah non, mais ce n'est pas un pays qui est en Europe. Alors, il y a un compromis. On dit, bon, les Juifs venus d'Europe, c'est la communauté Grana, les Juifs venus d'un pays musulman, c'est la communauté Twanza. Pour les Juifs de Gibraltar, ils ont un droit d'option. Ils choisissent la communauté Grana ou la communauté Twanza. Ainsi, par exemple, la famille Benatar, qui est une famille importante et riche, originaire de Gibraltar, a toujours refusé la communauté Grana. Et leurs rivaux, la famille Lasri, a toujours choisi la communauté Grana, les Benatar, la communauté Twanza. Donc, nous voyons que ce cadre qui est établi en 1710, confirmé en 1740, est un cadre qui permettrait de dire qu'il existe deux communautés avec leurs institutions, deux communautés individualisées. Cette spécificité est confirmée en quelque sorte à l'occasion de deux affaires. L'une que j'ai appelée l'affaire de la cocarde. Alors, vous savez que les Juifs de Tunisie ont manifesté une sympathie pour les idéaux de la Révolution française, et notamment pour Napoléon Bonaparte. Le leader de la communauté Grana à Sousse s'appelait Napoléon Pariente. Napoléon Pariente. Et les Juifs, à partir des victoires de Bonaparte, qui abolit les ghettos, qui détruit les murailles des ghettos de Venise, les Juifs de Tunisie prennent l'habitude d'attacher à leur chapeau un drapeau tricolore, une cocarde tricolore. Et le bey Hamouda, qui est un adversaire de la Révolution française, supporte mal de voir les Juifs avec la cocarde tricolore. Il en fait arrêter un certain nombre par sa milice et il les fait bastonner. Et un Juif livournais se présente pour fourniture qu'il avait à faire au palais médical avec la cocarde tricolore à son chef. Le bey décide de l'arrêter, de le faire brûler vif. Et il fallut de nombreuses démarches pour le faire renoncer à son procès. Alors les Juifs tunisiens n'ont plus le droit de porter la cocarde tricolore. En revanche, les Juifs Grana l'ont abordé, d'autant plus, n'oublions pas, Livourne, Toscane. Qui règne sur la Toscane à ce moment-là? Élisa Bonaparte, la sœur de Napoléon. Donc les Juifs livournais sont à ce moment-là très fiers de dépendre non plus du consul de France. Et il y a même toute une correspondance, même Talleyrand les saisit, parce qu'ils veulent absolument dépendre du consul de France et que le consul de France s'occupe de leurs intérêts. Donc ils se distinguent là des Juifs tunisiens. Et une seconde affaire, alors qui s'appelle l'affaire du chapeau, en 1823,
le B constate à ce moment-là que les Juifs ont pris l'habitude, notamment à l'occasion à la suite de voyages, de contacts avec les voyageurs européens, de s'habiller à l'européenne. Et il interdit à tous les Juifs résidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalité et leur origine, de porter un chapeau européen. Et il leur rappelle qu'ils doivent porter la cocarde noire. Donc le B impose une interdiction liée à la qualité de juif, indistinctement de l'origine ou de la nationalité. Et un juif originaire de Gibraltar est arrêté parce qu'il portait un chapeau et il est soumis au supplice de la bastonnade. Alors furieux, il s'adresse au consul de Grande-Bretagne qui intervient auprès du B et menace le B de l'arrivée à la goulette d'une escadre britannique qui n'est pas très loin, et le B dut à ce moment-là exempter de la calotte noire les juifs étrangers. Mais il précise que les juifs livournais devront porter une calotte blanche, au moins pour ceux ayant la nationalité tunisienne. On verra cet après-midi ce problème de la nationalité, parce qu'il y avait des juifs livournais, originaires de Livourne, qui avaient la nationalité tunisienne. Et leurs femmes doivent s'envelopper d'un safari blanc à bande orange, différent de celui des femmes Touanzades, les femmes livournaises qui devaient porter un safari blanc avec bande orange, tandis que les femmes Touanzades devaient porter un safari uniquement blanc. Donc, on voit bien qu'il y a une séparation juridique, sociale, qui fonde cette notion de communauté. En 1878, Kirdine, le ministre réformateur du B, publie un décret sur l'organisation de la communauté. Et je dois dire qu'on sait des choses sur les communautés avant 1875, mais on n'a pas de texte fondateur de l'organisation communautaire. On sait comment ça se passait, à travers les récits, les mémoires, on reconstitue, mais il n'y a pas de texte réformateur, je pense qu'il n'y en a jamais eu. Le premier texte est un texte de Kérédine, en 1878, pardon. Donc Kérédine organise la communauté juive, il dit, elle est dirigée par un caïd, qui est l'intermédiaire entre le pouvoir et la communauté. Le caïd se réunit avec un conseil assez vaste, de 60 personnes. Ce conseil nomme 5 délégués qui sont chargés d'administrer la boucherie et le secours aux pauvres. Mais ce texte ne parle que d'une seule communauté. On ne parle pas d'une communauté grana. Or, aussitôt, les granas protestent et obtiennent un acte officiel qui reconnaît, il constitue un comité, et ce comité est reconnu par l'autorité médicale, enfin par le ministre du B, 1879. Et cette première communauté organisée, constituée, qu'on connaît, est présidée par Enrico Bensasson. Et tous les membres sont italiens. Le pouvoir accepte, reconnaît officiellement l'existence d'un grand rabbin livournais qui est payé par le gouvernement, comme le grand rabbin de Tunisie, mais le grand rabbin de Tunisie a le pas sur le grand rabbin livournais. Et le grand rabbin livournais, qui passe après le grand rabbin de Tunisie, lui est subordonné pour un certain nombre de décisions. Il y a aussi un élément qui fonde l'existence d'une communauté. Et c'est le statut personnel.
la Bible n'interdit pas la polygamie, au contraire. Notre ancêtre Jacob avait 4 femmes. Et les textes antérieurs, les textes postérieurs, le Talmud, les écrits de Maïmonide reconnaissent la validité de la polygamie. C'est en l'an 1000 que le grand rabbin de Mayence, qui était une autorité reconnue, réunit un synode et qui interdit, pour une période de 1000 ans, la polygamie pour les Juifs résidant en Europe. Et il précise d'ailleurs que c'est pour se rapprocher de plus en plus des majoritaires que sont les chrétiens en Europe qu'on supprime la polygamie. Et cette interdiction de la polygamie, qui ne concerne pas les pays musulmans, qui ne concerne que les pays chrétiens, est adoptée par le synode de Ferrare. Le synode de Ferrare, c'est une réunion des rabbins. Il y en a plusieurs à Ferrare, mais il y a le premier synode, je crois que c'est en 152. Le synode de Ferrare, qui réunit les rabbins italiens, qui prend un certain nombre de décisions concernant les rapports, les publications qui sont faites en hébreu, les rapports avec l'Église catholique, etc. Le synode de Ferrare confirme l'existence de cette interdiction de la polygamie pour les Juifs d'Europe. Or, les Juifs tunisiens, vivant dans un pays musulman, ne sont pas tenus à respecter les décisions du synode de Mayence et du synode de Ferrare. Donc les Juifs tunisiens peuvent avoir plusieurs femmes, même si c'est assez rare, mais ils en ont la possibilité. Et c'est ce que mettent en avant aussi les Livournais pour justifier l'existence de 2 communautés. En 18, alors on en est toujours au texte juridique. Je suis désolé, je vais prendre un peu le temps de Jérémy Gage, qui ne peut pas être là. Bon, c'est ce que nous donnent les textes juridiques. En 1888, le 13 juillet 1888, à la demande du grand rabbin Eliaou Borgel, qui est grand rabbin de Tunisie, le pouvoir bellical réorganise la structure communautaire. Alors déjà, 4 ans avant, il a supprimé les abattoirs communautaires. Il y a un abattoir municipal. La boucherie est libre. N'importe qui peut ouvrir une boucherie, au marché central ou ailleurs, et débiter de la viande. Et la taxe est perçue à l'abattoir. Le boucher qui achète de la viande abattue suivant le rite cachère paye la taxe. La taxe est encaissée par le receveur municipal. Il y a une part qui va à l'Alliance israélite, 15% du total à la communauté Grana et 85% à la communauté Twanza. Et puis en 1888, donc on organise la caisse de bienfaisance, et je me reporte à l'article 1er. Il est constitué à Tunis une caisse de secours et de bienfaisance pour les Israélites domiciliés dans les circonscriptions des contrôles civils de Tunis et de la Goulette. Cette caisse a pour objet la distribution de secours aux indigents des communautés tunisiennes et Grana. La cause est entendue. C'est un décret pris sous le protectorat français qui dit, dans son article 1er, la distribution de secours aux indigents des communautés tunisiennes et Grana. Voilà. Le législateur a reconnu par un texte officiel l'existence de 2 communautés. La cause est entendue. Et pourtant, ce décret qui organise le comité de secours et de bienfaisance, en président, qu'il est présidé par le caïd, qui a 9 Twanza et 3 Grana,
Ce décret est refusé par la communauté grenade, qui obtient du secrétariat général du gouvernement tunisien une lettre interprétative disant la communauté grenade, elle existe, elle continue, et 15% lui seront versés par la caisse tunisienne, qui lui rétrocédera 15%. Fureur des Tunisiens, qui réclament une nouvelle législation plus coercitive, et les notables granats décident, en accord avec les autorités, de recourir à l'arbitrage du grand rabbin de France, le grand rabbin Zadok Khan. Et une délégation se rend, il y a un mémoire qui est rédigé, et une délégation, bon, peu importe les gens qui vont, vient à Paris pour rencontrer le grand rabbin Zadok Khan. Un mémoire est rédigé par le grand rabbin Eliaou Borgel, et deux personnalités Twanza, M. Choua Bessis, qui est un... Alors, c'est pas le rabbin, hein, ça n'a rien à voir, c'est un notable banquier, le père, qui vient à Paris avec son fils Eugène Bessis, futur président de la communauté, pour rencontrer le grand rabbin Zadok Khan. Dans ce qu'ils disent, n'aurait pas été très bien reçu. Le siège du grand rabbin Zadok Khan avait été fait auparavant par les Livournais qui étaient venus 3 mois avant le rencontrer, lui remettre preuve, etc. Et le grand rabbin Zadok Khan délivre sa consultation. Je ne vais pas vous la lire en entier, elle est assez longue, mais le grand rabbin Zadok Khan dit, pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait 2 rites différents. À partir du moment où il y a 2 rites différents, il y a 2 communautés. Or, d'après les renseignements qui m'ont été donnés, eh bien, il y a 2 rites, il y a des différences de rites entre les Twanza et les Granats. Et il prend l'exemple de la communauté de Buffo, à Paris, en disant il y a une communauté judéo-espagnol-portugaise à Paris. Elle a toujours eu son indépendance, elle a sa propre synagogue, ce qui, évidemment, énerve au plus haut point les dirigeants tunisiens, qui disent non, il n'y a pas de différence de rite entre les Livournais et nous, c'est le même rite, et cet arbitrage du grand rabbin Zadok Khan n'est pas un arbitrage, parce qu'il se fonde sur des données fausses. Je relève encore un élément, et ce sera le dernier, qui pourrait justifier l'existence de 2 communautés, c'est qu'il y avait un hiatus culturel qui existait entre les Livournais et les Twanza avant le protectorat. Il y avait différence de mœurs et différences culturelles, les Livournais étant, par leur voyage, par leur famille, par l'endogamie qui était pratiquée à hauteur de 70%, essentiellement tournés vers l'Europe. Alors, 2 communautés. Oui. Mais cette dualité n'existe qu'à Tunis. Alors je parle sous le contrôle de Valérie. En Algérie, il y avait des Livournais qui étaient arrivés en Algérie. Mais il n'y avait qu'une seule communauté. Alors Lionel Lévy dit, non, il y avait une seule communauté officielle, mais les dirigeants de la communauté d'Alger ont été assez intelligents pour laisser prendre le contrôle de la communauté aux Livournais. Et ce sont eux qui ont façonné finalement la communauté. Peut-être. Mais en Tunisie, il n'y avait pas que Tunis. Sousse, il y avait une très importante communauté livournaise. Sfax, il y avait une très importante communauté livournaise. Et il n'y avait qu'une seule communauté. Lorsque le gouvernement crée
des caisses de bienfaisance à Sousse et à Sfax sur le modèle de Tunis. Il ne fixe pas un pourcentage de Livournais ou de Tunisiens, il nomme des gens. Et la communauté de Sousse est présidée par un Touanza, Joseph Habib, et la communauté de Sfax est présidée par un Grana, David Galoula. Et il y a, sans un nombre de conseillers qui sont livournais, d'autres qui sont tunisiens, mais c'est en fonction de leurs compétences, et ça change, ça varie au fur et à mesure des années. Donc, constatons que cette communauté n'existe, cette dualité n'existe qu'à Tunis. Et alors là encore, nous allons recourir au texte juridique. Le décret de 1888, dont je vous ai parlé, est abrogé 10 ans plus tard, et c'est un décret du 11 juin 1899 qui organise la bienfaisance juive. Et que dit l'article 1er? La caisse de secours et de bienfaisance constituée pour les Israélites de tout rite a pour mission la distribution de secours aux indigents, l'assistance aux malades, etc. Donc le décret de 1899 ne dit plus deux communautés tunisiennes et portugaises, mais dit aux Israélites de tout rite, donc une seule caisse pour tous les rites, une seule communauté. Et le débat n'est à mon avis plus possible à partir de 1921. En 1914, le gouvernement nomme une commission pour étudier les problèmes de la bienfaisance juive. La commission travaille très lentement parce qu'il y a la guerre. Et en 1921, la charte de l'organisation communautaire, c'est le décret Puot, le décret du nom du secrétaire général du gouvernement tunisien, du 30 août 1921, consacre une communauté. Il est créé un conseil de la communauté israélite de Tunis, qui a pour mission d'assurer l'assistance sociale aux Israélites de tout rite et d'organiser un certain nombre de services cultuels et de donner des avis au gouvernement sur tous les problèmes intéressant la population juive. Et ce conseil de la communauté est composé de 60 membres élus au suffrage par tous les juifs qui veulent s'inscrire pour participer au vote, et divisé en deux sections, une de 46 membres Touanza, l'autre de 14 membres Grana, lesquelles sections désignent 9 Touanza et 3 Grana pour être l'organe exécutif. Donc une seule communauté divisée en deux sections. La discussion juridique, et ça a été un débat que j'ai eu avec Lionel Lévy, qui, avocat et juriste, a dû s'incliner. Il y a une création, un conseil de la communauté avec deux sections. Et Lionel Lévy, s'appuyant sur le fait qu'il y avait une section Grana, dit oui, mais c'est cette section, c'était la communauté Grana. Là encore, je fais appel aux juristes. Il y a une notion juridique qu'on appelle la personnalité morale. Pour avoir la personnalité morale, c'est l'organe qui est créé qui a la personnalité morale. Il y a un organe qui a la personnalité morale, c'est le Conseil de la communauté israélite de Tunis. D'ailleurs, lorsque un immeuble détenu par la communauté livournaise est l'objet d'une procédure judiciaire, l'assignation est délivrée au nom du Conseil de la communauté israélite de Tunis, représenté par son président. Alors j'ai des actes représentés par son président Eugène Bessis, représentés par son président Elie Nataf. La section livournaise, la section portugaise, n'a pas la personnalité morale. On lui délègue, elle fait un certain nombre de choses, elle a un certain nombre de tâches.
Mais elle n'a pas la personnalité morale. Elle est un organe officieux d'un organe plus grand qui s'appelle le Conseil de la communauté israélite de Tunis. Donc quand on situe la disparition de la communauté Grana en 1944, quand on dit 1944, c'est la disparition de la communauté Grana, non. La communauté Grana, elle a disparu en tant qu'organe dès 1921, dès le décret de 21. Après, ce n'est pas un organe officiel. C'est un organe officieux. Pour preuve, lorsque les notables se réunissent en 1922, Raymond Valenzi, qui est le président de la communauté portugaise, qui est français, il a bien envie, lui, d'être le président de la communauté, du conseil de la communauté qui va être créé, qui réunit les deux groupes. Mais finalement, on lui dit non, quand même, c'est une toute petite minorité, le président doit faire partie des Twanza. Et tout le monde se met d'accord pour un personnage consensuel qui est Eugène Bessis. Mais il aurait pu très bien faire que Raymond Valenzi soit le président de la communauté libanaise totale. Alors, vous savez qu'en 1944, un décret a complètement supprimé la section portugaise et qu'il n'y a eu qu'une seule communauté, la communauté israélite de Tunis. Et là, je vais prendre, pour conclure, deux exemples. 1947, élection de la communauté israélite de Tunis. Alors, il y a le docteur Shalom fait toute une campagne pour empêcher qu'on ne revienne pas au statu quo ante. Bon, il soutient tout un certain nombre de choses, il est complètement débouté par les autorités. Il demande aux responsables livournais de ne pas se présenter aux élections, ce qui fait que beaucoup d'entre eux s'abstiennent. Mais peu importe, un conseil de la communauté est élu en 1947 et Linataf en est le président. Il se rend, le lendemain de son élection, dans sa prise de fonction, au cimetière à Borgel. Et vous savez que le cimetière est un cimetière commun, mais qu'il y a une séparation entre le côté Twanza et le côté Grana. Une ouverture avait été faite en 1920 pour le monument aux morts, mais il y a une séparation. Et Linataf arrive et il demande aux ouvriers de la communauté qui sont là d'abattre le mur. Et il dit, désormais, après ce qui s'est passé à Auschwitz, il ne peut y avoir qu'une seule communauté. Et quelques mois après, à Kippour, il se rend à la synagogue livournaise pour passer Kippour. Alors il est accueilli par le docteur Shalom, précisément, qui lui dit, vous ici, oui, c'est une synagogue, mais c'est une synagogue livournaise. Eh bien, disons que je suis devenu livournais. Et il fait campagne, quelques mois plus tard, pour que le grand rabbin de Tunisie soit le grand rabbin David Ben Baron, livournais. Donc le grand rabbin de Tunisie, postérieurement à la suppression de cette communauté livournaise, est un livournais. Volontairement, pour affirmer l'union des communautés. Et puis, j'ai terminé, je pense que la plus belle des conclusions, c'est finalement Lionel Lévy qui la donne, parce que vous savez que les historiens sont divisés, y a-t-il une communauté, il y a eu deux communautés, et Lionel Lévy, avec quelques nuances, estime qu'il y a deux communautés, qu'il y avait deux communautés, mais lui-même écrit « Dans les chambres à gaz, il n'y avait plus ni livornesi, tunisiani ou tedeschi. S'il était vrai que nous étions plus ou moins différents en 1930, au mémorial de Yad Vashem en 1980, les larmes invincibles de ma femme et les miennes étaient de toutes les langues. » Je vous remercie.